On retrouve Asni Abidi, politologue et directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Bonjour. La condamnation de l'offensive israélienne sur Rafah est quasi générale, mais ne semble pas avoir d'effet sur le gouvernement israélien. Comment expliquer cette fuite en avant ? C'est une décision de Benjamin Netanyahou, c'est-à-dire d'avoir un contrôle exclusif sur Gaza. Vous avez mentionné bien sûr cette zone tampon, l'axe de Philadelphia, et Israël dispose aujourd'hui d'atouts à la fois militaires et politiques très importants. Certes, l'image est écornée, certes, il y a une grande pression internationale, mais cette pression ne vient pas des États-Unis. Au contraire, Washington semble être disposé à comprendre les intérêts sécuritaires d'Israël, ce qui explique finalement cette volonté du gouvernement israélien de continuer encore à pillonner toute la région du Rafah et pas seulement le sud. On va revenir sur les États-Unis, mais l'Algérie prépare un projet de résolution à l'ONU pour exiger l'arrêt de l'offensive israélienne sur Rafah, un cessez-le-feu immédiat et la libération sans condition de tous les otages. Y a-t-il d'après vous un espoir que ce projet puisse aboutir ? C'est une résolution qui, loin d'être dogmatique, elle est pragmatique, elle prend en considération à la fois les besoins israéliens, c'est-à-dire la libération de tous les otages. C'est la revendication qui a été à maintes fois répétée par Benjamin Netanyahou et par le cabinet de guerre, mais aussi elle exige surtout le cessez-le-feu. Et vous avez remarqué aussi que cette résolution, elle s'appuie sur la décision à la fois de la Cour pénale, mais surtout de la Cour internationale de justice, la dernière, c'est-à-dire exiger un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel. Et ça, c'est un élément important. Là, le Hamas vient de répondre finalement à cette résolution déposée par l'Algérie en disant qu'il était disposé aussi à libérer tous les otages et sans bien sûr retenir aucun. Et c'est un élément important. Je pense que la résolution, les décisions de la Cour internationale de justice doivent faire l'objet donc d'une reprise ou convaincre les protagonistes américains, égyptiens, qataris pour reprendre les négociations entre le Hamas et Israël. Vous pensez que si le Hamas acceptait de libérer tous les otages, le gouvernement israélien accepterait de renoncer à son objectif d'éradiquer, de détruire le Hamas ? Il faut rappeler qu'on était à la veille d'un accord. Souvenez-vous, quand le Hamas, à la dernière minute, a accepté cette résolution qui a été étoffée, en quelque sorte, remaniée par l'Égypte et le Qatar, et c'est le gouvernement israélien qui avait refusé cette trêve en disant qu'elle n'était pas à la hauteur des attentes d'Israël. Aujourd'hui, il y a une disponibilité après un certain retrait à la fois de l'Égypte et du Qatar. Il y a une disponibilité de ces deux grands médiateurs de reprendre des services. Il y a aussi, à mon avis, une pression qui vient de certains États, la reconnaissance de la Palestine par certains États européens, la décision, bien sûr, du procureur. Donc, vous avez finalement un nouvel contexte qui est positif et qui ne peut qu'encourager vers la négociation. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que la trêve la trêve humanitaire est probablement un moindre mal pour Benjamin Netanyahou, mais un cessez-le-feu durable, comme il a été souligné par plusieurs protagonistes, n'est pas du tout l'objectif principal de Benjamin Netanyahou, qui pense qu'il est finalement proche de la victoire, mais on sait très bien que la réalité est tout autre. Oui, est-ce qu'un veto américain, un nouveau veto, ne montrerait pas la faiblesse de l'administration américaine de Joe Biden face au Premier ministre israélien Netanyahou ? Vous savez, les rédacteurs de ce projet de résolution, à la fois l'Algérie, mais d'autres États, puisque l'Algérie a fait circuler la première mouture à d'autres pays, y compris la France, ils sont conscients que les États-Unis pouvaient utiliser le veto pour torpiller cette résolution qui devait être acceptée d'une manière unanime parce qu'elle constitue l'aboutissement de deux décisions juridiques très importantes. C'est pourquoi le texte, il est fort, il est précis, mais très, très court pour finalement se concentrer sur le cessez-le-feu au regard de la situation qui devient de plus en plus très difficile à supporter pour les Gazaouis. Oui, le veto américain, qui est plus que probable, risque encore une fois pas seulement d'isoler Israël, mais d'isoler surtout les États-Unis et montrer finalement que Washington, contrairement à son discours officiel en faveur de la solution à deux États, Washington n'est même pas prêt pour une trêve, pour relancer le processus de négociation et sauver des vies humaines à Gaza. Et encore une fois, la question elle est toujours
conditionnée à la fois par la décision américaine, mais aussi par la situation politique à l'interne d'Israël. Et qui peut imposer un cessez-le-feu alors? La société israélienne? La société israélienne, elle fait ce qu'elle peut, mais comme vous le savez, il y a une certaine droitisation de la société civile. Il y a aussi un certain consensus sur le fait que le Hamas doit absolument être anéanti sur le plan militaire, mais le problème, c'est que la guerre est loin d'être le seul élément pour anéantir le Hamas et sa capacité. Certes, on peut l'affaiblir complètement militairement, mais sur le plan politique, c'est une illusion de croire à sa disparition de la scène politique palestinienne. Donc, il reste d'abord ce qu'il faut, c'est sauver les otages israéliens et sauver la population civile. C'est une priorité importante qui doit être protégée par le droit international. Les États-Unis ont des atouts, ont des éléments, des leviers pour justement contraindre Benjamin Netanyahou à s'arrêter, à faire cette trêve. D'abord, Washington dispose de l'élément militaire, de l'atout militaire très important, mais aussi au Conseil de sécurité, rien que par exemple une abstention ou une acceptation de cette résolution déposée par l'Algérie pourrait constituer finalement une certaine rupture dans le soutien massif et inconditionnel du gouvernement israélien dans cette tragédie humanitaire. On verra ce qu'il en est. Donc il y a 3 États européens, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, qui ont reconnu l'État palestinien. Cette décision a été justifiée comme moyen de pression sur le gouvernement israélien pour obtenir un cessez-le-feu. Qu'en pensez-vous ? C'est une bonne question. Vous savez, certains du côté israélien disent que c'est un cadeau pour le Hamas, mais pas du tout. C'est pas du tout un cadeau pour le Hamas. Je pense qu'il s'agit plutôt d'une volonté de réhabiliter la politique. Quand on reconnaît l'État palestinien, on ne reconnaît pas le Hamas. On reconnaît l'autorité palestinienne, on reconnaît la souveraineté palestinienne sur ce territoire. On relance en quelque sorte un processus de négociation. Donc, une dynamique de paix à la place de cette dynamique conflictuelle qui mène à une véritable impasse. On ne peut pas dire qu'on est pour la solution de 2 États et en même temps ne pas reconnaître immédiatement l'État de la Palestine. Certes, un État de Palestine avec une autorité palestinienne nouvelle, renouvelée, réformée, avec de nouvelles élections. Mais vous savez, c'est ce champ politique, cette dynamique politique qui va réduire aussi l'importance et l'influence du Hamas et qui ne peut briller, et on l'a bien vu, qu'en cas de panne de politique. C'est l'échec de la politique qui donne des ailes au Hamas, et ce n'est pas l'inverse, d'où la nécessité des États européens emboîter le pas à ces 3 États et reconnaître la Palestine. C'est une obligation morale, juridique et politique pour dire qu'aujourd'hui, ça suffit, il faut absolument revenir aux négociations. Mais les pays occidentaux qui misent sur une autorité palestinienne rénovée dans la bande de Gaza, est-ce que vous pensez que c'est réaliste ? Oui, bien sûr, c'est réaliste. C'est-à-dire, quand on reconnaît l'État palestinien, ce n'est pas seulement reconnaître un État palestinien, on ne va pas créer un État palestinien du jour au lendemain, mais on va donner des moyens politiques à cette autorité palestinienne, certes fragilisée, pour se reconstruire. Vous avez vu que l'autorité palestinienne avait quand même nommé un gouvernement qui est composé par des technocrates. Tous sont presque technocrates. Deuxième étape, c'est bien sûr purger un peu cette autorité palestinienne de ses caciques, de ses dogmatiques, faire un renouvellement. On parle de plusieurs éléments politiques, de plusieurs responsables politiques qui sont en mesure vraiment de porter cet idéal qui est la construction politique pacifique, un État palestinien voisin de l'État israélien. C'est l'État palestinien qui est fiable, qui va assurer, entre autres, la sécurité de son voisin, qui est l'État d'Israël. Oui, on a cet acquis depuis Oslo, malgré les limites d'Oslo. On a cet acquis qui est l'autorité palestinienne. Travaillons en sorte pour que cette autorité palestinienne pilote finalement la construction d'un État palestinien où il n'y aura pas de violence, où il n'y aura pas de terrorisme, mais plutôt offrir un espoir de paix pour tous les Palestiniens. Et que pensez-vous, Hasni Abidi, de la position de la France qui estime que la reconnaissance d'un État palestinien n'est pas le bon moment, sachant qu'elle est favorable à la reconnaissance de 2 États ? Vous savez, c'est une position qui est illisible à la fois pour moi, mais pour plusieurs, mais aussi pour la majorité à la fois du Moyen-Orient et ceux qui plaident en faveur d'un rôle pionnier de la France. Je pense que la France a
a finalement raté une très belle opportunité pour se positionner comme un leader européen en matière de la construction d'un État palestinien, un promoteur de la solution à deux États. La France dispose d'excellentes relations avec l'autorité palestinienne et avec tous les Palestiniens, ceux qui veulent, qui sont épris par un désir de paix et de justice. Et la reconnaissance d'un État palestinien par la France va convaincre d'autres États européens. C'est, à mon avis, c'est la seule option qui reste. Elle n'est pas la meilleure, mais c'est la seule option disponible pour plaider le cessez-le-feu, mais aussi pour renforcer la réhabilitation de la politique au lieu de la violence. Merci beaucoup Hasni Abidi pour votre analyse sur France 24. Merci d'avoir été avec nous.